Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto et blockchain. Aujourd'hui, nous recevons Dimitri Mitchoun pour parler VC et crypto. Salut Dimitri, merci beaucoup de te joindre à nous pour nous raconter un petit peu tes activités et témoigner de ton expérience dans cet écosystème. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et raconter un petit peu ton parcours? Ouais, bien sûr. Salut Razine, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Cryptosphère depuis pas mal de temps, donc toujours un grand plaisir de pouvoir être invité ici. Donc, pour te parler un petit peu plus de moi, j'ai toujours grandi en banlieue parisienne, puis sur Paris, même si j'adore voyager dans d'autres pays pour découvrir les autres cultures. Et pour mon parcours, c'est un peu spécial car j'ai fait à peu près tout type d'études. Je fais des études scientifiques, littéraires et financières, 2 ans de première année de médecine, 5 ans de droit et 2 ans de management en business school. Mais voilà, au final, ça m'a beaucoup servi, parce que j'ai été sensibilisé à chaque méthode de raisonnement qui sont propres à ces filières. La curiosité de la science, la rigueur du droit, les soft skills pour networker le fonctionnement de l'économie. Mhm. Et niveau passion, je fais pas mal de sport, beaucoup de foot pendant une bonne dizaine d'années. Un peu de skate aussi, donc pas grand-chose à voir, mais toujours assez marrant. Et maintenant du surf quand j'ai le temps. Euh, voilà. Ok. Très intéressant. Alors du coup, comment t'en es arrivé à tout cet écosystème de la crypto, puisque t'es passé par, t'as fait une petite carrière quand même du côté juridique. Euh, voilà, comment t'en arrives toi dans cet écosystème qui est complètement décorrélé de celui-ci? Pour le rabbit hole crypto, c'est une histoire assez originale. Parce que lors d'un de mes stages en droit que j'ai fait en 2017, j'ai dû faire de la veille juridique sur les ICO frauduleuses. Et à Ok. l'époque, c'était vraiment un gros sujet. Dans les recherches que je faisais, je me suis aperçu que la blockchain était vraiment une sorte de mastodonte technologique qui allait tout bousculer sur son passage, pour être assez clair, et dans à peu près toutes les verticales de l'économie. Donc à partir de Ok. là, je me suis dit, bon, bah ok, il y a une opportunité à saisir et des nouvelles choses à découvrir dans le monde de la computer science que je connaissais absolument pas à l'époque. Et j'ai fait ensuite un stage chez EquiSafe avec Bilal El Alami, et qui est devenu un super ami à moi par la même occasion. Et il m'a tout appris sur les basics de la blockchain. Et ça m'a donné envie de continuer dedans. Il y a toujours plein de choses à découvrir et à apprendre sur ce secteur. Et comme j'adore apprendre des nouvelles choses constamment, ça fitait plutôt bien. Et après, pour ce que je pense du Web3 en tant que tel, bah, je pense que chacun a une conception assez spécifique et qui lui est propre philosophiquement parlant. Mhm. Mais concrètement, pour moi, les principaux apports sont, un, la décentralisation, et donc la simplification des process et des communications existants, donc, par exemple la recherche en santé, la traçabilité des produits alimentaires. Deux, je dirais rendre à César ce qui est à César via l'ownership, que ce soit sur des datas personnelles ou des in-game assets. Et trois, la possibilité d'obtenir un reward automatique pour avoir participé, par exemple, à une mission donnée grâce au smart contract. Donc ça peut être typiquement sous forme de token reward pour des développeurs qui participent à la création d'un MVP ou pour un provider de liquidité sur un Ok. AMM ou index, quoi. Ok, donc je vois que tu es parti tout de suite dans la technique. Au début, on essaye souvent de simplifier et de vulgariser. C'est un petit peu l'esprit de Cryptosphère. Alors, Ouais. du coup, une fois que ça t'a intéressé, tu as décidé de te spécialiser là-dedans. Enfin, c'est quoi aujourd'hui ton métier et comment tu as décidé de faire le pas de dire je me professionnalise là-dedans et je vais en faire une expérience importante dans ma vie. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, par où je suis arrivé dans le VC, donc lors de mon stage chez EquiSafe, on est allé voir des VC pour pitcher la solution avec Bilal. Ouais, Et bon, c'est lui qui a pitché parce que moi, je l'avais accompagné, mais je me suis dit que le métier avait l'air top parce que je rencontrais des entrepreneurs vraiment tout le temps, des gens différents, avec des solutions différentes, des marchés qui ne sont pas les mêmes, des produits tous aussi incroyables les uns que les autres. Et c'est cette diversité au final qui m'a assez attiré. Et d'autant plus qu'en fait, ça faisait sens de faire VC en Web3 parce que ça correspondait avec les expériences en blockchain que j'ai eues, celle chez EquiSafe et ensuite chez Xange en Web3 VC. ok. Alors, Et ouais, pour ceux qui ne connaissent pas l'investissement, est-ce que tu pourrais dire ce que c'est que le VC? Et comme ça, après, on pourra comparer, enfin, faire la différence entre le VC classique et les différences qu'il y a avec le VC crypto. ouais, bien sûr.
Vraiment, en 2-3 mots, je dirais que le VC, ça consiste à investir dans des startups Mhm. à fort potentiel de croissance, en espérant que ces startups se portent bien et dégager une plus-value lors de la revente des actions ou tokens acquis lors de l'investissement initial. Donc concrètement, c'est un métier qui est assez risqué puisqu'on finance tout dans la vie d'une boîte, mais c'est aussi ce qui rend le métier excitant au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu fais ce métier-là chez White Star Capital. C'est quoi un petit peu la thèse de cette société de gestion, enfin, de ce fonds? Sur quelle thématique vous investissez? Qu'est-ce que vous regardez? Ouais, alors donc Whitestar, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme internationale d'investissement qui est basée à la fois aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. On a 1 milliard d'assets under management sous plusieurs types de fonds. Donc il y a un fonds de venture voilà, classique, de la série A jusqu'à la série C, D à peu près, avec de l'early growth. Et on a un fonds de digital asset où moi j'investis dedans. Ok. Et donc sur ce fonds de digital asset, on investit entre 1 à 7 millions en pré-seed, seed et série A à Mhm. travers 3 principales verticales qui sont pour la première l'infrastructure et la DeFi. Donc tout ce qui sera layer 0, layer 1, layer 2, Ouais. DeFi protocol, des DAO, des exchanges. Mhm. La deuxième verticale, c'est tout ce qui sera lié au gaming, donc des play and earn, play and own, des Web3 game studios, Mhm. publishers, des features pour transformer les jeux Web2 en jeux Web3. Et la dernière verticale, c'est ce qu'on appelle de manière assez basique le Web3, donc tout ce qui va être consumer-centric, Ok. des plays B2B2C avec des NFT, ce, Ok. ce type Des de solutions, quoi. wallets. Voilà, des wallets, des data monitoring solutions, des Discord community tools. Ok. Euh, et on investit à la fois en equity et en token sur ce fonds. C'est ma question du moment. Du coup, toi, t'es basé sur le bureau qui est à Paris, mais t'investis enfin, t'es agnostique en termes de géographie. Oui, oui, c'est ça. Alors, donc, exactement. Je suis basé sur Paris et j'investis à la fois États-Unis, Europe et Asie. Donc, assez agnostique, quoi. Et c'est quoi, enfin, du coup, tu dis que tu t'investis en token et en equity. C'est quoi la situation pour investir en token en Europe? Est-ce que vous êtes contraint par certaines réglementations? Toi qui as fait un petit peu de juridique, c'est quoi un peu la situation sur le sujet en France? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a des avantages et des inconvénients? Alors, je dirais que d'un point de vue investisseur, en fait, le principal enjeu, si on reprend un peu l'historique, Hmm. c'était autour de l'innovation juridique, des term sheets et des shareholders agreements. Parce que typiquement, quand tu investis en equity à la base, tu peux faire ce qui s'appelle un SAFE, donc un Ouais, BSAR en anglais. Et, et ça a été transformé en SAFT avec un T à la fin pour token. ok. Et ça permet de négocier contractuellement plusieurs types de data qui sont propres à un investissement en token sur une startup donnée. Et donc les data, ça peut être la total supply, le token price, la circulating supply, ce genre de choses. Et, et je dirais qu'après, concernant les startups en elles-mêmes, euh, leur tokenisation, entre guillemets, dépend beaucoup du process pour se faire lister sur des centralized exchanges ou alors des decentralized exchanges. Et le règlement MiCA a instauré le statut PSAN en France, et ça, c'est une bonne chose, parce que ça permet d'apporter de la célérité dans les process de listing de tokens, ce qui est in fine bénéfique pour les startups. Donc au début, c'était compliqué, mais aujourd'hui, je pense que c'est sur la bonne voie en tout cas. Qu'est-ce que ça vous permet, vous, en tant que fonds d'investissement, que ce soit pour l'entrée, donc du coup, c'est pour investir rapidement, mais sur vos stratégies de sortie? Alors sur les stratégies de sortie, je dirais que un token, ça peut bump beaucoup plus rapidement qu'un investissement en equity, parce que voilà, l'investissement en equity, c'est un peu toujours la même chose. Tu vas avoir du temps qui vont se passer entre les rounds, parce que tu vas avoir du temps entre les négociations entre les entrepreneurs, les investisseurs. Donc je dirais que le retour, il peut pas être aussi rapide. Alors qu'en token, à l'inverse, voilà, si jamais ton token, il increase avec une forte, forte vélocité et que il est toujours en train d'increase à la fin de ton vesting, en soi, tu peux faire ton retour sur investissement. Mais généralement, après, c'est un peu biaisé parce que toi, en tant qu'investisseur, si jamais tu revends toutes les parties de ton token,
en fait, tu fais decrease le token. Donc au final, c'est pas hyper cool pour l'entrepreneur et puis pour les autres investisseurs derrière, quoi. On est sur une période de marché qui est très enfin pas très volatile justement, qui est très plate, où on a un peu l'impression d'être dans un bear market, et on ne sait pas trop comment se positionner sur le futur du Web3 et de cette économie-là. Toi, c'est quoi un petit peu ton analyse du marché, enfin personnellement, et du coup avec ta posture d'investisseur? Je pense que le pire est derrière. Ouais, Même si on reste dans une zone assez neutre, sur le plan purement mathématique, puisque quand tu regardes les curves des tokens les plus connus et ouais, le montant de TVL, donc le montant de TVL, c'est la total value locked, c'est-à-dire le montant d'assets sous gestion sur chaque chain ou chaque protocole. Voilà, on voit que là, depuis juin dernier, c'est assez stable. Mais après, il y a toujours eu des cycles haussiers et baissiers en crypto. Et là, les gens en parlent davantage parce que la crypto, elle s'est démocratisée. Il y a des montants d'argent significatifs qui se sont mis à transiter sur la blockchain via l'essor de la DeFi. Donc, je pense que l'effet de foule est plus important et c'est ça qui produit un sentiment de crainte également plus important, surtout lorsqu'on rentre en bear market. donc Mais pour toi, enfin, c'est assez naturel, quoi. C'est le cycle économique classique, avec des hausses et des baisses, et des sentiments de marché qui s'alternent. c'est ça. Mais après, par contre, je dirais que ce qui est, ce qui a fait un peu mal aussi au niveau du marché, forcément, c'est toutes les circonstances un peu macroéconomiques, avec voilà, la guerre, l'inflation, toutes ces choses-là. Mais in fine, cette correction, elle est saine parce que moi, typiquement, quand je suis arrivé au début chez Whitestar en février, je voyais des valorisations atteindre 200 millions pour des jeux vidéo où les founders étaient trois, avec des jeux franchement pas terribles. Et à peu près pareil en fait avec la DeFi. Donc, il y avait les processus d'investissement qui prenaient moins d'une semaine. Il y avait Ok, beaucoup de FOMO. Et aujourd'hui, on revient à des standards un peu plus Web2 sur les valos, ce qui est, in fine, pas plus mal. ok, Et l'ensemble des investisseurs se refocus sur les éléments essentiels, donc l'équipe, le produit, la vision. Et cette fois, on y pense un peu plus de temps. ok. Donc du coup, toi, en tant qu'investisseur, tu as ressenti un ralentissement un peu dans ton deal flow. Est-ce qu'il y a eu un changement dans les entrepreneurs qui se présentaient à toi, enfin, est-ce que tu vois qu'il y a des sujets qui ont changé, des manières d'entreprendre dans l'écosystème qui ont changé? Ouais, ouais, là, c'est clair que le noise a complètement disparu. Mhm. Il y avait moins de startups, donc forcément moins de deal flow, mais un deal flow qui était plus qualitatif. Euh, et donc, qui dit moins de deal flow, dit plus de temps pour analyser les founders. Donc, les entreprises qui sont désormais financées par le Web3, elles sont plus regardées que jamais parce que voilà, on analyse le background des founders, depuis combien de temps ils sont involved dans l'écosystème crypto, si c'est des repeat entrepreneurs, etc. Et je dirais que ouais, toutes ces données reprennent leur importance. Ok, hyper clair. Et du coup, alors, du coup, vous revenez, enfin, vous convergez un petit peu vers un système d'analyse qui ressemblerait au VC classique, mais sur quelles seraient les différences entre ces deux analyses-là, entre un VC crypto et un VC classique? Euh, alors je dirais que tu as voilà, des choses qui restent assez similaires. Donc voilà, à savoir l'équipe, l'analyse du produit, quand est-ce qu'il sera prêt, MVP, pas MVP, déjà release, le Mhm. marché, et, et toutes ces choses. Mais par contre, je dirais que là où ça change pas mal, c'est surtout dans l'analyse financière, parce qu'en Web2, tu regardes Mhm. des métriques vraiment particulières, donc ce qui s'appelle des coûts d'acquisition client, la lifetime Mhm. value, des cohortes. Alors qu'en Web3, c'est des données qui peuvent varier si c'est un investissement en token. Donc, tu regardes la total supply, circulating supply, token price, les vestings, si tu investis sur un token qui est déjà release. Ok. Euh, et concrètement, voilà, tu as ce qui s'appelle la tokenomics en Web3, mais en Web2, c'est le business plan. Donc, c'est pas la même analyse financière à la base, je dirais. Et, et après, voilà, en plus, disons que c'est un savoir qui est peut-être un peu plus intuitif à obtenir, Mhm. alors qu'en Web3, pour être au niveau des entrepreneurs, tu es obligé de te former de manière mais constante parce que chaque chain, elles ont toutes des updates toutes les 3 Ouais. semaines. Enfin, c'est
beaucoup plus dur, je trouve, en tout cas d'un point de vue personnel, en Web3, de Faire des rester, convictions. voilà, de te faire des convictions, de rester au niveau, surtout de rester au même niveau que les entrepreneurs, je dirais. Mais Ok, ça se fait, mais juste, il faut y consacrer du temps, quoi. hyper clair. On reviendra un petit peu après sur toi, ta façon de te former sur l'écosystème, de rester toujours à jour. Mais d'abord, je voulais savoir un petit peu, toi, c'était quoi ta perception de l'écosystème européen et l'écosystème français sur ce sujet-là? Est-ce que tu le trouves plus ou moins en avance? Je sais que du coup, avec votre stratégie, tu vas pouvoir avoir une analyse un peu globale en Ouais, comparant avec l'Asie ou l'Amérique du Nord. Voilà, ouais. on a vu des investisseurs comme Binance et Crypto.com très récemment qui commencent à s'installer sur le marché. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est favorable? Alors, je dirais que si on compare au marché américain, je vais être dur, hein, mais c'est la vérité. Franchement, il n'y a rien à voir. Euh, non, mais vraiment, parce que tout simplement pour une question, un, de culture Mhm. et deux, d'ancienneté dans la tech. Ok. Euh, Typiquement pour la culture, voilà, les Américains sont beaucoup moins risque-averses qu'en Europe. Mhm. Et ça se joue au niveau quasi macro avec leurs fonds et institutionnels Mhm. qui donnent énormément d'argent dans la tech comparé à l'Europe, même si en France, on est sur des très bons wagons grâce à BPI France. Mais voilà, là-bas, les fonds VC crypto, ils se comptent parfois en milliards avec A16 Ouais. et plein d'autres. Euh, et ensuite, sur l'ancienneté dans la tech, les US, ils ont une longueur d'avance par rapport à nous et ils sont habitués à financer des nouvelles technologies vite et bien. Ils ont les process en tête, que ce soit du juridique au financier, jusqu'à l'ops ou le marketing. Donc, par exemple, voilà, comment optimiser le sourcing en Web3 par rapport au Web2 en un temps record, comment se positionner d'une autre manière par rapport au Web2 en leverageant Twitter, en fédérant des communautés, etc. Donc, ouais, je ne vais pas mentir, je pense que le marché européen est encore assez loin du marché US, mais on Ok. progresse quand même pas mal. Euh, Et est-ce que tu trouves que c'est pas un peu plus sain enfin, voilà, on a vu des valorisations délirantes, comme tu me l'as dit l'année précédente. Est-ce que tu trouves pas que c'est plus sain pour l'écosystème européen de construire un peu plus progressivement et de rester un petit peu sur des fondamentaux forts avec des entreprises, je sais pas, comme Ledger, comme Sorar, où le business model pourrait être plus clair, où la proposition value est plus, voilà, plus claire à l'heure d'aujourd'hui. Ça, complètement, mais après, je vois ton point, mais je pense qu'il ne faut pas Mhm. tomber dans ce biais-là, dans le sens où je pense que si tu compares uniquement les deals qui sont intéressants et qui ont Mhm. des valos similaires à la fois aux US et en Europe, aux US, il y a quand même beaucoup plus de deals intéressants. Ok. Mais après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de deals intéressants en France. Bien au contraire, il y a des super deals. Comme tu l'as dit, les Sorar, Ledger, Coinhouse, Morpho, Mhm. Atlantis, Multis, DFNS, voilà, on a des Mhm. super deals en France. Mhm. Mais il y en a quand même moins qu'aux États-Unis. Et c'est aussi une logique simplement de marché parce que aux États-Unis, ils sont de mémoire 320 millions, quelque chose comme ça. En France, on est 60 millions, donc il y a un multiple de 5, tu as un facteur 5 en fait qui fait que naturellement, tu as plus de startups intéressantes là-bas, quoi. Hyper clair. Donc là, on a vu un petit peu la géographie. Sur les tendances, est-ce que tu vois des choses qui arrivent, des choses qui reviennent? On a eu les Layer One, on a eu la DeFi, les NFT l'année dernière. Mm. Euh, c'est quoi, toi, enfin, ce qui te parle le plus et ce que tu as envie de creuser en ce moment? Ouais. Alors, je dirais qu'en DeFi, il y a des sujets assez intéressants autour des protocoles d'options. Ok, Euh, je connais Parce pas. que typiquement, un protocole d'options, c'est un protocole qui va traiter sur ce qui s'appelle des options. Donc, ça peut être des futures, des Hmm. calls, des puts, Ok, qui sont des ouais. produits financiers dérivés assez classiques. Et, euh, et la taille de marché est gigantesque sur ces produits dérivés. Mais le problème, c'est que ces protocoles-là, ils nécessitent d'avoir un gros knowledge au préalable en tant que Mhm. founder, Mhm. parce que tu as seuls quelques traders confirmés qui peuvent monter ce type de protocole. Où il faut par exemple faire très attention au type d'assets collatéralisés, Mhm. bien d'autres choses encore. Donc ouais, il faut trouver la bonne team, les bons traders capables d'exécuter dans un environnement Web3. Et on voit également émerger des acteurs DeFi autour des NFT, avec le borrow lending, les agrégateurs, des choses comme Mhm. ça. Et après, pour les Web3 tools, bah, je me concentre surtout sur le play de data on-chain en ce moment. Ouais. Euh, voilà, d'une analytics, c'est pas UX UI friendly et c'est pas avec 3 heures de SQL
que tu vas devenir wizard. Concrètement, wizard, c'est ceux qui construisent les meilleurs tableaux de data sur du analytics et qui sont parfois rémunérés pour ça. Bah, j'aurais bien voulu revenir un peu plus tard sur toi, ta façon de trouver comme ça de l'information, que ce soit sur Dune Analytics ou sur Etherscan. Mm. Comment tu fais pour sourcer un petit peu enfin, du deal flow ou trouver des investisseurs intéressants. Euh, mais avant, moi, j'ai cru comprendre que tu étais, au-delà de la DeFi et des Web3 tools, assez intéressé par le gaming euh, et que tu avais un background de gaming assez important. C'est quoi un petit peu ton avis sur tout ce domaine-là? Est-ce que tu penses vraiment que le Web3 il peut apporter plus de rétention et plus d'utilité au gaming? Alors, je dirais que pour les sujets un peu de prédilection que je regarde en ce moment en gaming, c'est tout ce qui va être voilà, gaming avec des smart contracts, des decentralized exchange implémentés dans les jeux, avec des DAO internalisés, c'est-à-dire où le jeu crée un token de gouvernance qui te permet après où ce token permet lui-même au possesseur de ce token de prendre des décisions sur le futur du jeu vidéo, par exemple son histoire, sur des features à intégrer, ce genre de choses. Euh, et en fait, ouais, j'ai eu de la chance car j'ai joué environ 5-6 ans comme un hardcore gamer sur World of Warcraft, depuis une quinzaine d'années aussi en tant que joueur un peu plus casu. Et j'ai joué à des dizaines de jeux comme tous les gamers, ce qui me permet d'avoir pas mal de patterns économiques en tête, d'avoir tous les types de gameplay en tête quand j'analyse un deal sans trop réfléchir. Et j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour, mais c'est vrai que les 280 jours cumulés de played sur World of Warcraft, aujourd'hui, c'est un asset de grande valeur. Et, et après, ouais, sur les types de deals, bah, je me concentre surtout sur des plays and earn où je place vraiment le jeu, en premier le jeu et en seconde le reward financier. Si possible avec des super founders tant en CEO que gaming art creator. Donc, par exemple, des ex-Ubisoft, Blizzard, THQ Nordics, enfin des gros studios. Quand tu dis Et play then earn, c'est pour faire un petit peu la différence avec le play to earn, tous ouais, ces jeux qu'on a vus arriver dans l'écosystème et en fait qui n'avaient aucun gameplay mais qui avaient uniquement des utilités spéculatives et qui du coup se sont essoufflés. ouais. Du coup, le play then earn, c'est quoi? Concrètement, peut-être pour toi te redonner un peu le fil conducteur, typiquement, tu avais les Play to Earn première génération avec Axie et les autres, où franchement, voilà, Mhm. le jeu, il était vraiment moyen, hein. Moi, personnellement, j'avais fait un tour, mais j'ai gardé de très mauvais souvenirs de l'onboarding, complexe, pas du tout Web2-like, assez énervant, même en connaissant Mhm. bien comment les wallets fonctionnaient, etc., hein. Et Ok. avec l'évolution des features maintenant au niveau des wallets aujourd'hui, avec l'UX, l'UI, ça va un peu mieux. C'est pas encore la référence. Et le système tokenomics, il n'était pas sustainable parce qu'il reposait sur du premier arrivé, premier servi. Donc, concrètement, ce qui se passait, c'est que celui qui Mhm. achetait les NFT en premier pouvait les revendre et même les prêter à des prix exorbitants. Et Mhm. tellement exorbitants qu'au bout d'un moment, la bulle Axie a explosé. Et, comme tous les jeux à l'époque étaient calqués sur le modèle Axie pour la plupart, ça a fait un gros effet boule de neige. D'autant plus, ça arrivait en plein bear market. Ok. Et ouais, donc ensuite, tu as eu les Play to Earn seconde génération, donc qui étaient aussi appelés Play and Earn, Ok. pour un peu corriger le tir, Mhm. avec une tokenomics qui restait quand même assez hasardeuse pour certains, en passant de mono à multi-token. Mhm. Mais bon, au moins, ils ont mis le jeu avant le reward, ce qui est à mon sens vraiment essentiel, puisque sans bonne expérience de jeu, pas de rétention, donc pas de revenus. Et je pense que l'objectif maintenant, c'est d'avoir ce qui s'appelle, à mon sens, des plays and earn, où le jeu ne doit pas être aussi important que le reward, mais bien plus important via une user journey bien plus flexible, donc pas d'aller-retour sur des websites pour connecter ses wallets. Euh, et surtout au niveau de la tokenomics, d'utiliser des NFT avec des prix en token qui sont calqués sur le prix de l'item in-game afin Ok. que l'économie soit sustainable. Parce que comme ça, tu n'as pas d'inflation sur le token et c'est parfait, quoi. Hyper clair. Euh, Hyper clair. Est-ce que vous avez déjà investi via Whitestar un, un projet gaming? Ouais, ouais, alors on a Comet en portefeuille Ah qui construit vraiment un top jeu en play and earn
et qui vise également à créer des Web3 features pour transformer les jeux Web2 en jeux Web3. Ça, Jérôme est très très fort là-dessus. Et pareil, gros passif de gamer, donc il connaît super bien le sujet. On a aussi d'autres deals qui sont pas forcément des play and earn ou plays and earn, mais qui sont toujours dans la sphère qui gravite un peu autour du gaming. On a par exemple Lighthouse Labs qui est un search engine pour le métaverse, et Sizle qui permet d'enregistrer les highlights des moments les plus sympas sur Twitch lors des retransmissions de compétitions e-sport, et qui transforme ensuite ces highlights sous forme de NFT. Donc voilà un peu pour le portfolio. Hyper clair. Du coup, j'aurais voulu passer un petit peu plus, toi, enfin là, on a fait un petit peu tout ton background d'investisseur et ton métier, mais toi, personnellement, euh, comment tu fais pour te faire des convictions sur des projets que tu verrais passer sur des Discord ou sur des Twitter? C'est quoi un peu ta grille de lecture? Est-ce que c'est la même déjà que celle qu'en tant Ouais, qu'investisseur? ouais, alors je dirais que la toute première approche, elle est assez Web2-like, parce que, enfin, Web2-like. Oui et non, parce que en Web2, tu vas pas chercher tes deals sur Twitter, mais en Web3 un peu plus. Mais après, voilà, une fois que tu trouves le deal, c'est toujours pareil. Tu cliques sur le website, tu regardes s'il a l'air bien construit, tu regardes s'il y a un white paper ou un light paper, ou à minima un article Medium ou un article Notion ou whatever. Euh, et ensuite, tu regardes le background des fondateurs. Donc ça, pas de secret, LinkedIn ou sur Twitter, généralement, ils mettent ce qu'ils ont fait avant. Et si tu te dis que voilà, ça fit avec les verticales et les tendances que tu regardes, là, tu set up un call. Et je dirais que après ce premier call, c'est là où tu as tes vraies convictions qui vont ressortir, après juste ce premier feeling que tu trouves intéressant. Et je dirais que pour les convictions perso, c'est un mélange de plusieurs facteurs subjectifs. Moi, de mon côté, c'est plutôt est-ce que le CEO, c'est un bon sales guy? Parce que Ouais. lorsque tu es CEO, tu passes du temps à te vendre, à la Mhm. fois pour recruter des gens, pour tes clients, pour les levées de fonds. Mhm. Et est-ce que le projet me parle? Est-ce que la conversation est fluide? Est-ce que ça fait sens dans les réponses des entrepreneurs? En fait, je dirais que c'est un peu comme lorsqu'on voit un pote d'un pote et qu'on arrive ou non à sympathiser. Et, Mhm. non, mais vraiment, et c'est vraiment cette sensation que je ressens, moi. Et lorsque j'ai l'impression que l'entrepreneur peut être mon pote dans la vie et que j'aime bien le Mhm. projet, que j'ai une sensation qui est assez similaire à ça, bah, forcément, ça crée un bon fit et donc une conviction perso. Mais, Ok. mais après, voilà, ces convictions perso, elles suffisent pas, et c'est hyper important de les contrebalancer avec des convictions professionnelles et qui sont un peu plus analytiques par essence, parce que bah, voilà, le background de la team, le produit, l'architecture de ce qu'il y a derrière, quelles chaînes sont utilisées, combien de revenus, analyser la tokenomics. Mhm. Euh, Typiquement, voilà, faut identifier les red flags potentiels pour opérer un premier tri avec un premier call. Ça peut aussi être une valorisation qui est trop haute, une cap table avec des founders où les founders sont trop dilués. Et une fois que c'est fait, que j'ai un bon feeling, je regarde si le produit répond véritablement à un pain Mhm. que tout le monde recherche, en faisant des recherches approfondies sur les compétiteurs, le marché et la tech. Et si c'est le cas, bah, et qu'il n'y a pas de red flag et que je trouve ça intéressant, je propose l'opportunité pour un second call. Et là, toute l'équipe intervient, quoi. Ok, hyper cool. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu dirais à un amateur qui n'a pas toutes ces connaissances-là pour qu'il se forme? Parce que l'écosystème crypto, déjà, c'est beaucoup de Twitter, beaucoup de réseaux sociaux avec des gens qui travaillent sous pseudonyme. Toi, tu fais comment pour identifier des bonnes sources d'informations ou des bons investisseurs ou des bons entrepreneurs dans cet écosystème qui est assez flou? Ouais. Euh, alors, déjà, avant tout, je pense qu'il faut être prêt à y consacrer du temps, hein. Parce que moi, au début, le Web3, je trouvais ça assez rigolo de prime abord, voilà, avec des gens qui sortent un peu des clous sur Twitter. Mais la réalité, je trouve que c'est vraiment plus complexe. C'est des concepts qui sont difficiles à appréhender, qui prennent du temps à être imbriqués dans le cerveau. Euh, et typiquement, moi, je me suis formé sans apprendre le code au préalable, mais je recommande plutôt de faire l'inverse. Donc, un peu Ok. de JavaScript, HTML avant d'aller sur le Solidity, même avant d'apprendre comment marche une blockchain. Et ce sera plus fluide dans le process d'apprentissage.
Après, voilà, franchement, rien n'est impossible. Regarde, moi, j'ai fait du droit et aujourd'hui, je travaille dans un fonds crypto en blockchain. Ok. Non, mais donc Mais du coup, pour toi, toute cette compétence technique, elle est assez primordiale si tu veux comprendre les white papers plus en profondeur, si ouais, tu veux pouvoir un jour te professionnaliser là-dedans, c'est presque impératif, quoi. bah, je pense qu'en fait, tu ajoutes beaucoup de cordes à ton arc, on va dire. Parce que typiquement, en fait, quand tu vas avoir des deals qui sont sur de l'infrastructure pure et dure, Mhm. euh, bah, si tu sais pas coder, les white papers, tu vas rien comprendre. Donc, tu pourras pas être, reliable dans l'analyse que tu vas produire. Et disons que plus tu as de cordes à ton arc, bah, mieux c'est pour toi in fine, quoi. Et, euh, et ouais, après, parce que c'est vrai que j'ai pas répondu complètement à ta question sur les recos de lecture, etc., les outils. Mhm. Euh, Alors, toi, comment t'es arrivé dedans? Enfin, t'es arrivé par YouTube, t'es arrivé par... Enfin, non, tu m'as dit du coup par EquiSafe, mais je veux dire, après, quand t'as décidé de te plonger là-dedans, t'es allé vers quoi en premier et par la suite? ouais, bah, alors je dirais que ouais, au début, concrètement, ce que j'ai fait, c'était d'essayer d'acquérir le vocabulaire technique. Mhm. Euh, Moi, ce que je faisais, je lisais des papers de résumés des blockchains sur Cryptost, qui sont hyper synthétiques et très bien faits d'ailleurs. Et, euh, et dès que je comprenais pas un terme, donc par exemple, je sais pas, une permanent loss, Ouais. bah, je le tapais sur Medium ou Decrypt. Ouais. Enfin, sur Google, je tapais, je sais pas, impermanent loss Decrypt, parce que Decrypt, Mhm. c'est des newspapers sur la crypto, mais qui sont très bien faites. Et je cross-checkais en fait rapidement les, je sais pas, les 2-3 articles que je trouvais et je gardais le meilleur pour le lire. Et aujourd'hui, voilà, il y a même des lexiques crypto pour apprendre plus vite, mais même si généralement ils sont pas très très complets. Et après, une fois que le vocabulaire est parfaitement maîtrisé, bah, il faut voir comment la tokenomics fonctionne, euh, toutes les différences entre chaque chains. Ça, c'est encore une stack de complexité au-dessus là, avec la tokenomics. Parce qu'encore une fois, cette tokenomics change elle-même en fonction des chains, où tu en as certaines qui sont inflationnaires, d'autres déflationnaires. Enfin, je rentre pas dans les Ouais. techniques, mais voilà. Parce que ça va être long, mais et aussi des verticales qui sont totalement différentes entre une chaîne DeFi et une chaîne plutôt orientée gaming. Et là-dessus, tu as des super newsletters pour se former, qui te donnent pas mal d'alpha. Et Sphère, par exemple. exactement. Et, euh, et ouais, et à mon sens, après le next step, vraiment, une fois que tu as acquis un peu tout ça, ça consiste à faire de la veille technique sur chaque chain en suivant leur mise à jour, Ok. les tendances sur la DeFi, en termes de TVL. Typiquement, savoir le top 15 sur DeFi Lama. DeFi Lama, c'est un website qui recense un peu le montant de TVL sur chaque chain, chaque protocole. Ok. Quel protocole de borrow lending innove le plus, quelles features ils vont intégrer, quelles chains ils vont ajouter. Et en fait, tout ça, ça se passe sur Twitter aussi. Euh, C'est vrai donc voilà. que, est-ce que, enfin, du coup, LinkedIn pour le Web3, tu trouves que c'est un petit peu dépassé, tout se passe un peu sur Twitter? Ouais, ouais, non, non, je vais pas mentir. Mais en fait, c'est assez marrant parce que, tu vois, ça me fait penser quand je travaillais, ouais, même dans mes expériences précédentes, bah, je passais un peu mon temps sur LinkedIn Mhm. et dans les incubateurs. Et maintenant, en fait, je passe mon temps sur Twitter, toujours un petit peu des incubateurs, mais vraiment l'alpha, c'est Twitter. Euh, et ouais, c'est hyper important de se plonger dedans si tu veux travailler en Web3 parce que sinon, c'est vrai que LinkedIn, c'est toutes les personnes qui travaillent en Web3, qui montent des startups, les VC, ils sont plus actifs sur Twitter que sur LinkedIn. Ok, trop cool. C'est quoi un peu toi tes techniques sur Twitter ou quels sont tes outils pour repérer des projets typifiés? Est-ce que tu vas sur certains dashboards? Comment tu les utilises? Ouais, alors bah, typiquement pour le sourcing, moi ce que j'ai fait un truc très simple. Je suis allé voir tous les meilleurs investisseurs en Web3 qui existaient sur Twitter et je regardais leurs followers et les gens qui suivaient. Et sur les gens qui suivaient, bah, je me faisais un espèce d'auto-screening pour suivre les personnes qui me semblaient le plus intéressantes, à la fois en termes Ok. de production d'alpha, à la fois en termes
de deals dont il parlait, à la fois, voilà. Et c'est vraiment comme ça que j'ai procédé. Et après, l'algo de Twitter tourne automatiquement, si tu veux. Donc, quand tu te connectes sur Twitter et que tu as les bonnes personnes que tu follow, c'est un peu comme LinkedIn, en fait. Tu te crées une espèce de sorte de newsletter perso grâce à l'algo de Twitter, où tu trouves des deals, où tu trouves de l'alpha, et voilà. Ça, c'est sur Twitter, mais est-ce qu'après enfin, tu citais tout à l'heure June, Etherscan, est-ce que c'est des outils que tu pourrais utiliser? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, typiquement sur Dune, enfin, je dirais que c'est plus DeFi la main parce que c'est vraiment de l'info en temps Ok. réel. Tu vois, Dune, et Dune, le problème, c'est que tu sais jamais si la personne qui fait le dashboard est vraiment super strong ou pas, à part si c'est un Mhm. wizard, et c'est toujours assez difficile de trouver des tableaux spécifiquement adaptés à ce que toi tu recherches. Euh, alors que ouais, sur DeFi Lama ou même sur Nansen, tu as des très bons outils pour pouvoir chercher un peu des infos en temps réel sur des marketplaces de NFT pour Nansen, ou par exemple sur DeFi Lama sur les protocoles, les chains, et tu regardes en fait leur TVL qui bouge, qui varie, et ça te donne un peu en fait une information capitale, à savoir quelle est la chain où les choses se passent. Parce que ce qui est vraiment, ça je l'ai pas dit, mais ce qui est vraiment important en fait, c'est que quand tu investis sur une boîte en Web3, après ça dépend de ce qu'elle fait exactement, mais tu investis aussi sur une blockchain, parce que le produit est construit sur une blockchain en particulier. Et si c'est une blockchain où tu n'as pas confiance, où tu sens que la TVL diminue de manière assez forte, euh, bah, ça va être Ça peut compliqué pour la suite, compromettre. quoi. Mm. Hyper cool. Du coup, ce podcast touche à sa fin. Un grand merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Dimitri, pour ton temps et ton expertise. N'oubliez surtout pas de faire votre propre recherche et que ce podcast ne constitue en aucun cas des conseils en investissement. N'hésitez pas à aller sur notre page LinkedIn et Twitter de Cryptosphère pour suivre nos autres projets et d'aller suivre aussi Dimitri sur ses propres réseaux. Donc, je te laisserai les citer. Ouais, bah, LinkedIn typiquement pour les Web2 natives. Mais après, pour les Web3 natives, c'est plus sur Twitter. Donc, pseudo assez bizarre, mais 0x dims.et, ETH. Et Ok. avec plaisir pour discuter si vous avez envie. Ouais, je crois que tu écris aussi un petit peu sur Mirror. Ouais, c'est ça. Voilà, justement, j'ai fait un article de ce qu'on parlait tout à l'heure sur le move du play to earn au plays and earn. Et Ok. là, j'ai un autre article en réserve, donc je ne fais pas de spoil tout de suite, mais Ok. j'espère que vous allez l'apprécier en tout cas. On regarde. En tout cas, merci beaucoup, Dimitri. Merci Razine, merci pour l'invitation et à très bientôt.